plus loin. Ok. Eh ben, merci, bonjour à tous. Donc, Stéphane Juillard, fondateur et CEO de Crealis. Et je suis accompagné de Soukaina Kanis, chef de produit. Product owner, quand on parle anglais. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est l'industrialisation de l'exploitation des données métiers. Donc d'abord, je vais présenter l'entreprise, notre plateforme et un cas client pour répondre après à vos questions. Alors, Crealis, en fait, on est une entreprise française indépendante. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de collaborateurs, à peu près de 2 millions de chiffre d'affaires en 2020, et on est éditeur et intégrateur de la plateforme Orchestra. Donc là, je vais présenter, en fait, principalement, nous avons des grands comptes, des sociétés finance, télécom et transport. Donc, Orchestra, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la première plateforme pour l'exploitation et la mise à disposition des données métiers. Donc, en fait, on va parler, en fait, comme dans les télécoms, du dernier kilomètre ou dans Amazon, finalement, le dernier kilomètre aussi, pour pouvoir livrer chez les clients. Ben, nous, chez ces grands comptes, on va parler finalement des problématiques autour des données traitées par les métiers, vraiment en fin de chaîne. Donc souvent, ça se passe par des tableurs, principalement du Excel. Donc, à quoi servent nos plateformes? Aujourd'hui, en fait, dans les grandes entreprises, il y a souvent le cœur, c'est le RP, la colonne vertébrale, et autour de ça, il y a un certain nombre d'outils, d'applications métiers, des SI métiers, diverses, logistique, RH, CRM. Et autour de l'ensemble de ces applications métiers, finalement, il y a plein d'acteurs qui vont traiter des données sous des tableurs. Donc, il y a énormément de traitements qui vont échapper finalement à tout contrôle et à toute gouvernance dans les grands groupes. Et autour de ces contrôles, nous, on va se positionner sur ce segment de marché pour pouvoir industrialiser. Donc, l'impact de tous ces traitements, ils sont nombreux. Donc, je vais rapidement les énumérer. Déjà, il y a souvent des problématiques de traçabilité. C'est qui fait quoi, qui a utilisé, qui a exporté un jeu de données d'une application métier, pour en faire quoi, quelles règles de gestion la personne a pu appliquer, les problèmes de qualité. C'est facile de se tromper en fait dans des traitements non industriels, des pertes de connaissances, alors à la fois sur le savoir-faire de la personne qui a mis en place ces contrôles, ces règles de gestion, avec une mobilité interne dans les grands groupes qui peut être relativement importante. On a aussi beaucoup de temps de consommation, des choses qui peuvent être reproductibles. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de... Je vais me passer de l'autre côté. Donc une reproductibilité qui pourrait être facilement industrialisable, et puis potentiellement des pertes de données parce que ce sont des fichiers Excel qu'on a perdus ou autres, quel que soit le format. Et un autre sujet majeur, en fait, c'est la gouvernance. Tout ce qui est hors des applications officielles de l'entreprise, en fait, ça sort de toute gouvernance, et donc on en perd finalement une traçabilité, une connaissance, et quand, sur certains sujets majeurs, en fait, dès qu'on parle un peu de finance ou de marketing stratégique, il peut y avoir des risques conséquents dans les décisions ou dans les aspects financiers. Donc, Orchestra, finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça va regrouper tous ces traitements Excel au sein de cette application pour traiter ces données métiers. Donc finalement, là, vous pouvez voir que tout va disparaître et va être réintégré dans la plateforme. Ce qui va permettre de redonner finalement une application qui soit une application comme les autres, un applicatif piloté, orchestré et contrôlé par une direction quelle qu'il soit. Donc concrètement, on va prendre dans nos principaux clients, on a le groupe SNCF. Donc avant d'en parler, c'est les enjeux financiers, je bois un petit peu. Donc, on va présenter là rapidement 3 cas d'usage. Le premier, c'est chez Gare et Connexion. En fait, on travaille chez eux depuis un certain temps, et ils ont un catalogue de prestations dans lequel... Donc,
Donc, ils ont un catalogue de prestations dans lequel ils doivent mettre à jour un certain nombre de tarifs calculés. Ça représente finalement un enjeu de chiffre d'affaires de 750 millions d'euros annuels. Et c'est une activité régulée. Alors, une activité régulée, ça veut dire qu'on est obligé, en fait, de justifier les calculs au régulateur et quasiment de démontrer aux clients, donc les entreprises ferroviaires, la raison de l'évolution du prix. Donc, les clients de Gares & Connexions, ce sont les transporteurs ferroviaires, puisque Gares & Connexions gère les gares. Et derrière ça, en fait, bah, on va retrouver les axes Ouigo, Inouï, Eurostar, Thalys, etc. Dans ce processus de traitement, aujourd'hui, c'était fait sous un tableur Excel. Ça mettait beaucoup de temps, il y avait beaucoup de sources de données, beaucoup de non-contrôle, de non-suivi des règles de gestion et une difficulté vraiment de traçabilité de bout en bout. Avec Orchestra, la plateforme, les traitements sont industriels et traçables. Et je vous montrerai un exemple de traçabilité tout à l'heure, jusqu'à quel point en fait on intervient. En termes de risque, c'était un risque de sous-estimer le tarif, donc avec des enjeux qui peuvent être financiers relativement très élevés. Le deuxième cas d'usage, en fait, c'est un peu différent, c'est chez Transilien. Donc, c'est un groupe qui a des contrats avec IDFM, à peu près, c'est des contrats 3,8 milliards sur 4 ans, dans lequel il y a à peu près 900 millions de dépenses annuelles. Et dans ces dépenses, même problématique, gestion sous tableur Excel, et donc sous deux individus en fait, qui géraient ce tableur extrêmement compliqué, avec plein de sources de données très compliquées dans la gestion de projet, affectées à des ERP. Et derrière, finalement, on a industrialisé, on a sécurisé les traitements, qui a permis finalement de limiter les risques autour de cette gestion des dépenses. Ce qui fait que, en plus, classiquement, pour un éditeur logiciel, ce qui est intéressant, c'est que les directions financières nous aiment beaucoup, puisqu'on amène une certaine sérénité. Troisième cas d'usage, Gares & Connexions, c'est un petit projet. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'était une personne qui devait facturer à peu près 150 millions annuels, 12 millions par mois. Elle recevait un fichier Excel, elle devait facturer sur la base de ça, mettre de l'analytique, faire de la compta. Et derrière, elle avait en fait 48 heures pour le faire. Énormément de stress. Donc finalement, on lui a proposé d'industrialiser. On a mis 10 jours. Et en 10 jours, finalement, on a toute une chaîne de traitement qui permet d'évaluer les rejets, d'identifier finalement ces risques et finalement d'avoir une standardisation. Et quand cette personne a finalement une mobilité interne, sa remplaçante a repris le système et en 10 minutes, elle faisait sa facturation tous les mois à J+3 tranquillement. Donc là, on peut évaluer les risques. Pareil, il y a des coûts relativement importants dès qu'il y a des erreurs en fait, sur ces centaines de lignes par mois. Donc si on imagine qu'il y a 1% d'erreur, ce qui est à mon avis une sous-estimation, ça représente tout de suite 1,5 million d'euros par rapport à une intervention de 10 jours pour lui mettre une application industrielle de traitement de données. Le ROI est très intéressant. Et donc, dans le cadre d'aujourd'hui, où on est plus dans un domaine technique, je vais aborder des sujets d'un constat. Donc, le constat, c'est comment décloisonner, finalement, comment on arrive à travailler avec le métier. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce que le temps métier est un temps complexe. Et donc, l'idée, c'est de se dire, entre les directions IT et les équipes métiers, finalement, il y a un mur aujourd'hui. Et ce mur, comment on va pouvoir le casser? Donc pour ça, je vais prendre des définitions que nous-mêmes nous avons créées, elles n'existent pas forcément. Donc d'un côté, en fait, il y a les jobs IT, et dans ces jobs IT, ce sont des traitements en fait faits par la direction informatique, voilà, qui marchent, ça marche souvent à 100% très bien, c'est industriel, c'est complètement orchestré. Et d'un autre côté, il y a les équipes métiers qui, elles, travaillent souvent sous le tableur, qui ont des règles de gestion qui sont très dynamiques, qui changent tout le temps, à des vitesses qui peuvent poser un problème pour certaines directions informatiques. Donc l'approche, quelle est-elle? La première, c'est se dire sur quelle base les équipes métiers, quelles sont leurs problématiques et évaluer les hypothèses. La première, ce sont les paramétrages des équipes métiers. Ces paramètres, en fait, changent très fréquemment et ils ont besoin de pouvoir jouer sur ces paramètres.
Sachant que ces paramètres, en fait, pendant un trimestre, ils peuvent exister, l'autre trimestre, en fait, ils peuvent évoluer. Donc, il faut les identifier, il faut pouvoir être assez dynamique là-dessus. La deuxième, c'est les équipes métiers ont besoin d'être autonomes dans leur production. Alors, autonome dans leur production, ça veut dire quoi? Ça peut être un peu choquant, c'est que le métier doit fabriquer des datasets, doit fabriquer des jeux de données. Pour fabriquer ces jeux de données, en fait, on lui donne le droit de créer dans des entrepôts de production, ce qui peut être un peu choquant en fonction des directions informatiques. La troisième, c'est que le métier, au moment où il fait ses traitements, il a besoin d'avoir ses contrôles au moment où il déclenche ses traitements pour, in fine, pouvoir faire des correctifs dans des systèmes de production. Donc là, je peux en choquer certains, mais quand on travaille dans les directions financières ou d'autres directions, il y a un besoin du temps réel métier pour des contraintes métiers très opérationnelles. Ça, c'est les hypothèses liées au métier. Par rapport à l'IT, en fait, l'hypothèse principale, pour pouvoir rompre ce mur, finalement, c'est se dire, je peux donner cette capacité de production aux équipes métiers. Donc, je leur fais confiance et je leur dis, vous avez le droit de produire. Vous avez le droit de créer des jeux de données, vous avez le droit de les mettre dans un entrepôt dit de production. Et pour opérer de cette façon-là, en fait, on va transformer le job IT en job métier. Et donc, c'est un job qui va prendre en compte l'ensemble de ces contraintes et de ses besoins fonctionnels. Et pour ça, en fait, c'est là où se positionne finalement notre plateforme Orchestra. Elle va permettre de prendre en compte l'ensemble de ces hypothèses pour répondre au métier. J'aime pas ça. Ouais. Donc, notre plateforme permet de piloter. Je sens que j'ai une. Donc, notre plateforme Orchestra permet de piloter des jobs métiers et est modulaire un certain nombre de modules. Donc, je vais commencer par les modules métiers. Donc, les deux premiers modules métiers, ce sont une innovation qui est absolument nécessaire quand on travaille avec le métier, c'est de pouvoir étiqueter les données métiers. Donc, on a un module, et je vous montrerai un exemple très concret, en fait, chez un de nos clients SNCF, de dire, voilà, comment on étiquette et à quoi elles servent in fine. Le deuxième module, finalement, c'est une fois qu'on a fabriqué de la donnée, il est nécessaire de la diffuser, de la partager. Derrière ça, en fait, nous, on appelle ça un data shop. Donc, c'est similaire d'un open data comme datagouv.fr, par exemple, où en fait, les gens vont pouvoir récupérer leur jeu de données métier en toute sérénité. Et ce qui va permettre d'être vraiment un accélérateur de la circulation des données au sein des grands groupes. Quand on descend un peu en profondeur, pour pouvoir en fait donner la main au métier à accéder finalement aux résultats, on a deux modules. Le premier module, c'est la data fabrique. Donc, c'est ce qui va permettre au métier de lancer sa production. Donc, si je devais le simplifier, c'est un ordonnanceur à la main du métier, sachant que la formation nécessaire pour lancer une production peut être entre 1 et 10 minutes en fonction des applications de traitement métier. Mais pour intégrer finalement ces traitements de données, finalement, on a un autre module qu'on appelle le Data Manager qui va permettre de publier ces traitements qui sont basés sur différentes technologies pour l'intégrer dans la plateforme. Et finalement, deux autres modules qui ont une nécessité, là aussi, extrêmement métier. C'est un module de monitoring pour savoir si les données qu'on attend, qu'on reçoit, sont bien cohérentes et bien présentes. Donc, quand on fait des séquencements de traitement, on peut avoir 6, 7, 8 séquencements qui se passent très bien. Par contre, le contenu initial n'était pas correct. Donc là, quand je pense à ça, c'est des balances, etc. Balances d'un point de vue comptable. Et derrière, en fait, c'est un module qui est un accélérateur finalement de la gouvernance des référentiels. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue marketing, c'est peut-être pas à la mode en ce moment, mais c'est le module WAR sur la gestion des référentiels métiers. C'est-à-dire que les métiers, finalement, eux-mêmes créent un nombre important de référentiels sans que forcément ces référentiels soient gouvernés au sein de l'entreprise. Donc, qui est un bon complément pour tout ce qu'on pourrait appeler en fait finalement les data stewards, qui pourraient finalement rajouter finalement avec les métiers
ces stratégies de gestion référentielle. Donc, je vais rentrer directement dans le cas d'usage de Gare et Connexion sur le traitement des données pour la tarification des gares. Donc là, le besoin, finalement, c'était industrialiser, fiabiliser, automatiser ces traitements. Aujourd'hui, le processus est extrêmement complet. Il concerne à peu près 200 acteurs, silotés par 14 activités, donc les gens qui sont dans les actifs financiers, tout ce qui est immobilisé, les investissements futurs, les charges d'exploitation, le plan de transport, et tout ça a besoin d'être regroupé au sein d'un simple calcul qui est de faire je divise, je collecte des euros, je divise par un nombre de trains qui sort sur une gare et ça donne un prix moyen. C'est tout simple. Sauf qu'il y a 75 sources de données et 200 acteurs. C'est un process qui doit tourner 2 fois par an, donc c'est complexe. Et finalement, grâce à la plateforme Orchestra, chaque acteur a à la main son traitement de données pour pouvoir le vérifier, voir son contrôle, etc. etc. Donc, pour pouvoir mettre en place en fait, ce type de projet, donc pardon, je reviens un peu sur le... Donc ça a été le sujet initial de Gare et Connexion. Et derrière ça, finalement, on a étendu la plateforme Orchestra à un certain nombre de thématiques que je présenterai tout à l'heure. Mais in fine, les gains en fait, pour l'entreprise ont été extrêmement bénéfiques. C'est-à-dire que le régulateur n'a jamais émis une critique sur la qualité des données et sur cette certification, indépendamment des concepts de règles de gestion qui sont un autre sujet et d'autres débats entre une activité régulée et un opérateur d'infrastructure. 39, je regarde le chrono. Donc, comment on a pu mettre en place cette activité chez Gare? On peut voir là sur le schéma, donc notre plateforme Orchestra, finalement, elle pilote tout un armada de traitement de données. Donc, si je démarre par le début, finalement, Orchestra va intégrer un certain nombre de données dans un entrepôt métier, dans des schémas métiers, dans lequel notre plateforme va piloter plusieurs technologies. Donc, elle est assez agnostique sur cet aspect-là. Donc, ça peut être soit de l'Alterix, soit du Pentao, soit du Reportive, etc., etc. Cette première étape, qui n'est pas forcément indispensable, il va y avoir finalement, on a mis en place 3 thématiques autour des traitements données métiers. La première, des thématiques relativement classiques, de tout ce qui est décisionnel, avec restitution et outils d'analyse, donc avec des reporting, des cubes, ce que j'appellerais un peu du standard, mais à la main du métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le métier est capable de mettre à jour des cubes serveurs en sélectionnant ces jeux de données, et derrière, il y a 400 utilisateurs. Donc là aussi, ça peut paraître un peu perturbant, mais le métier va produire lui-même en fait ces scénarios pour les diffuser au sein de l'organisation. La deuxième thématique, c'est des outils d'ingénierie financière et comptable, dans lequel là, j'avais évoqué le cas d'usage de la tarification, mais on génère aussi pour Gare et Connexion un grand nombre de facturations. Donc à peu près 90% de sa facturation passe par nos systèmes, 90% d'1,4 milliard. Et un certain nombre de traitements spécifiques d'un point de vue économique. Donc tout ce qui est ventilation, infrastructure, des choses très compliquées dans les grosses organisations. Et tout ce que j'évoque là, c'est vraiment le métier qui le fait. Donc, par exemple, nous, Crealis, chez ce client, on vient les aider comme experts niveau 1, 2, 3 sur comment mettre en place des traitements qui peuvent être plus ou moins compliqués. Mais on ne fait pas de production. Et un peu d'exploitation quand ils nous le demandent pour des problèmes plutôt de ressources. Et derrière, il y a un troisième bloc, c'est vraiment du data management, dans lequel finalement, ils ont eux-mêmes une plateforme de data quality dans laquelle ils peuvent mesurer finalement la qualité de leur référentiel et la qualité de leur traitement. Et derrière tout ça, en volumétrie, donc dans la stratégie du groupe de Gare et Connexion et du groupe SNCF, tout doit être déversé fondamentalement dans le SharePoint, qui est un outil de communication assez simple. Et donc, je vais vous montrer un exemple de comment on met en place cette traçabilité et comment on va diffuser au-delà du data shop dans le SharePoint un certain nombre d'informations. Donc, avant de vous le montrer, je reviens sur quelques chiffres. Sur les 3 dernières années d'activité, finalement, il y a plus de 130 traitements majeurs qu'on a mis en place chez eux. Il y a à peu près plus de 20 000 productions
de traitement de données qui ont été faits, dont la moitié finalement sont faits à la main du métier. C'est le métier eux-mêmes qui ont lancé les productions. Et un chiffre très important, qui est un indicateur pour les traitements que j'ai pu évoquer, finalement, c'est le nombre d'évolutions qui ont été réalisées. Donc, à travers la plateforme, on est capable de tracer ces évolutions. Donc, en 2019, on était à 296, puis après 2020-21, on est tombé à 194, 153. Alors, pourquoi cette régression? Deux phénomènes. C'est qu'en 2019, il y avait la réforme ferroviaire de 2020, donc avec un nombre de changements de règles absolument hallucinantes. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas identifié cette réforme en 2020, en fait, toutes les sociétés sont devenues entre guillemets, des sociétés anonymes au sein du groupe, au lieu d'être des sociétés indépendantes. Donc, pour tous les principes comptables et de facturation, il y a eu énormément de changements, ainsi que dans les modèles économiques. Et en 2020-2021, là, vous savez un peu ce qui s'est passé. Donc, la crise du Covid, arrêt des investissements. Donc, il y a ces deux effets qui font qu'en fait, il y a eu beaucoup de chutes, d'évolution au niveau des systèmes. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais cliquer sur GC décisionnel et finalement, je vais rentrer dans le SharePoint de SNCF. Et ce que vous pouvez voir finalement ici, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que je vais grossir, ce sont des étiquettes. Donc, aujourd'hui, la plateforme Orchestra, elle va générer des étiquettes modélisées par le métier et la plateforme va déposer dans SharePoint, en fait, sous une stratégie de codification, en fait, les jeux de données produits. Dans ces jeux de données produits, donc là, je prends un exemple simple, en fait, les portes d'embarquement, c'est quoi? C'est quand vous allez à Montparnasse, en fait, vous passez le portail, il y a une porte pour embarquer, donc vous devez badger. Et aujourd'hui, le badge, ça coûte entre 10 centimes et 20 centimes à chaque fois qu'il y a un badge. Économiquement, c'est intéressant et en termes de sécurité, c'est intéressant parce que ça évite d'avoir moins de contrôleurs en gare ou à bord des trains. Et donc, on calcule finalement ce prix qui est extrêmement simple. On relève l'ensemble des charges associées à la construction et à l'exploitation, au nettoyage de ces portes d'embarquement. On divise par le nombre de passages. Derrière, ça donne une grille tarifaire. Et là, vous allez voir que finalement, on a à la fois produit industriellement un jeu de données dans lequel on va retrouver, pour les gares qui ont des portes d'embarquement, on va retrouver le prix. Et on va retrouver finalement au sein de cette restitution, qui est une restitution qui est diffusée au régulateur, l'étiquette du jeu de données. Donc là, on voit que l'étiquette, c'est 2022 TRF GRTPE 05. Donc TRF comme tarif, 2022, c'est le tarif 2000. Je ne suis pas doué de mes mains. Voilà, bon, on va repartir là. Donc, voilà. Bon, vous avez vu, c'était. Et là, il y a le jeu de données maintenant technique qui est mis à disposition au sein des équipes et dans lequel on va retrouver à l'intérieur du jeu de données, finalement, ce que la plateforme a inséré industriellement, c'est l'étiquette de l'information. Alors, pourquoi à ce niveau-là? À ce niveau-là, c'est très important parce que finalement, les acteurs vont pouvoir utiliser ce jeu de données et extraire qu'une seule ligne ou 3 lignes. Et quand on extrait une ligne, finalement, maintenant, ils ont dans le dialogue de gestion, il y a une obligation de conserver finalement cette information de l'étiquette. Puisque derrière ça, on a un arbre généalogique qui va retracer les sources qui ont permis de construire ce jeu de données. Et puis, automatiquement, on a des recueils de contrôle. Et dans ces recueils de contrôle, on va voir finalement quels sont les écarts entre les montants, entre l'entrée et la sortie. Donc, dans le traitement entrée-sortie, on a un écart. Là, le métier, après, il a le choix de dire, je vais aller vérifier mes sources pour dire quelle est la raison de cet écart. Et là, on a mis en avant finalement un certain nombre de contrôles qui va permettre de dire, tiens, je détecte des gares qui ont des charges, mais il n'y a pas de passage sur ces gares. Ce qui fait que les gens peuvent se dire, mais pourquoi en fait j'ai des euros de nettoyage sur des gares dans lesquelles il n'y a pas de porte? Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc là, en fait, ils ont la liste d'informations concernées. Tout ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est accessible à la fois dans la plateforme d'un Datashop et à la fois en fait sur le SharePoint pour la stratégie de diffusion de Gare et Connexion. Donc c'est un premier exemple. Je pense que je ne sais plus dans le timing si je dois être bon là.
Et donc, je vous montre rapidement pour. Alors, une étiquette est gérée comment en fait à travers nos plateformes. On a un module que vous pouvez voir. Où, Moi, j'ai une question, oui. pardon, peut-être que dans la salle, ça arrive ou pas. C'était une session tech pour moi. Oui. Là, on a vu la solution sur la partie SNCF, génial. Je voudrais voir votre plateforme, parce que vous avez évoqué, en fait, voilà. Je- Autant je suis allergique à Excel, autant plateforme, je peux être moins allergique. Donc, voilà, qu'est-ce que vous apportez comme solution? Donc, en fait, notre plateforme, voilà, j'y vais un peu tardivement, pardon. Donc, notre plateforme ici, on a un certain nombre de modules. Donc, dans nos modules, on va retrouver la data fabrique, donc la partie production, ITAC, finalement, le module d'étiquetage. Et je vais commencer un peu pour le module d'étiquetage. C'est aujourd'hui, en fait, on va définir en fait sur un jeu de données des règles d'étiquette et sur ces étiquettes des règles de gestion. Et dire, par exemple, un acteur, quand il a produit ce jeu de données que j'ai pu vous présenter, il va avoir le droit finalement d'y attribuer finalement une information, pouvoir approuver, rejeter, etc. Donc en fait, il y a toute une logique d'administration de l'étiquette pour pouvoir en fait envoyer et diffuser, partager ce jeu de données et une stratégie de stockage aussi. Donc dans le module, si on rentre concrètement dans la data fabrique, lancer une production, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, le tableau est extrêmement simple. C'est que les gens, en fait, ils ont un petit bouton produire. Ils vont sélectionner, donc là je suis sur une plateforme un peu de test, ils vont sélectionner une application. Dans une application, il peut y avoir plusieurs scénarios de traitement de données. Hop. Alors, sur ce traitement, on peut ou pas déposer des fichiers sur les paramètres métiers. On met toujours un petit commentaire, c'est toujours utile quelque part. Et derrière, en fait, on rentre dans la planification, dans lequel en fait, on peut soit être en immédiate, soit être en différé, soit être dans une notion de récurrence avec des complexités où on peut être minutes, heures, secondes, tous les mois, tous les jours, tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est un outil de planification. Donc une fois qu'on lance une production, finalement, bon là, j'ai lancé la production, je vais prendre un cas d'usage, on s'aperçoit qu'en fait, on a des feux. Et donc, à travers les feux, quand je sélectionne, on a un certain nombre de recueils de contrôle métier. Donc, en fait, ces recueils sont téléchargeables finalement pour les opérateurs qui vont lancer leur production. J'ai perdu une petite souris. Et dedans, finalement, on va retrouver le contrôle que j'ai pu vous montrer. Sur certains traitements de données, en fait, il peut y avoir jusqu'à plus de 14-15 recueils de contrôle. Et tant que les feux ne sont pas verts, il peut être décidé de bloquer finalement la création du jeu de données. Ce qui fait que le métier il doit lancer autant de fois sa production jusqu'à que les indicateurs soient au vert. Ça, c'est fondamental sur certaines thématiques. Et derrière, finalement, on a des informations. Enfin, après, il y a toute une batterie de pouvoir identifier finalement ces ressources qui ont été utilisées. Donc là, c'est une production. Il y a 3 informations qui ont été alimentées et dans lesquelles les gens peuvent récupérer finalement les données que les acteurs métiers ont utilisées pour le traitement. Donc en fait, la plateforme peut soit aller piocher dans des entrepôts classiques, soit utiliser des fichiers Excel que le métier met à disposition du traitement. Mais quoi qu'il arrive, tout est un peu, c'est un petit peu une paranoïa de la traçabilité, tout est stocké et conservé. Et derrière, ils ont une possibilité de télécharger le résultat de cet aspect-là. Donc on a plusieurs profils, hein. On a des gens qui sont producteurs, des gens qui sont autour du management de l'étiquette, ou alors des gens à travers le data shop, où en fait le data shop, on va retrouver finalement l'ensemble de la panoplie des jeux de données qui ont été produits, dans lequel l'utilisateur va pouvoir les télécharger, les sélectionner, etc. Et à côté de ça, on a des outils d'administration sur la production en fait la production des traitements, dans lequel on peut publier des jobs sur des technologies qui peuvent être du Talent, du Pentao, de l'Alterix, etc., etc. Et sur des nœuds de production distincts, c'est-à-dire qu'en fait, on peut créer en fait une architecture technique qui fait qu'on a des nœuds de production qui sont composés de plusieurs technologies qui peuvent être, par exemple, Alteryx Reportive Pentao, ou que du SSIS. À la limite, peu importe. Dès qu'on peut lancer un job, on va configurer quel traitement va devoir travailler sur quel nœud de production qui est équipé de la technologie nécessaire. Pareil pour les étiquettes. Quand vous voyez l'étiquette que j'ai pu vous montrer,
en fait, ce sont des objets qu'il va falloir identifier, intégrer en fait par une codification dans l'organisation de l'entreprise pour que finalement ça devienne une étiquette opérationnelle. Typiquement, le code barre que vous avez pu voir, qu'on utilise au quotidien, en fait, il a une définition, ce code barre, en fait, qu'on ne s'y intéresse pas souvent. Et ce code barre qui a été inventé dans les années 60, je me trompe peut-être de 10 ans, et en fait, il a été utilisé en fait, au moment où en fait, il a une signification concrète. Et puis, on a des outils après plus d'administration classique, configuration et de supervision des nœuds de production. J'ai été... Merci beaucoup. Question maintenant. Question dans la salle et question à distance. Toujours question à distance en... Non, toujours pas. C'est les plus timides qu'on a en fait à distance. Donc, les micros vont se déverrouiller à un moment donné. Dans la salle. Merci pour cette présentation. J'ai pas mal de petites questions là pour bien comprendre en fait la proposition de valeur correspondante. J'ai l'impression que c'est un orchestrateur d'orchestrateur. Est-ce que c'est un méta-orchestrateur? Comment vous le positionnez vraiment en termes de proposition de valeur? Une très bonne question, c'est toujours un peu complexe. En fait, c'est une plateforme qui est un ordonnanceur déjà, et donc on peut orchestrer en fait l'ordonnancement, effectivement. Mais à la différence, par exemple, de produits beaucoup plus techniques comme Control-M ou Talent Server, etc., en fait, c'est à la main du métier. Ça veut dire que on intègre à l'intérieur finalement deux notions fondamentales. C'est que le métier peut regarder la qualité du traitement. Le métier peut corriger la donnée parce qu'on fait un job métier, c'est-à-dire qu'on intègre la possibilité au métier d'aller uploader des données pour aller corriger des données dites officielles de production. Parce que quand on est dans les métiers de la finance, par exemple, quand on doit faire le report pour la direction financière ou pour un conseil d'administration, on ne va pas demander à rechanger une écriture comptable tout en bas de la hiérarchie. Donc il y a forcément un correctif. Aujourd'hui, les correctifs, ils sont intraçables. Là, les correctifs, ils sont tracés. Donc ça, c'est la deuxième composante. Et la troisième, finalement, c'est une plateforme de diffusion. C'est-à-dire les gens vont pouvoir récupérer les données fabriquées en retrouvant finalement quel est le référent de ce traitement et quel est le producteur pour pouvoir initier un dialogue de gestion. Et justement, on pourrait avoir un petit exemple sur la traçabilité. C'est possible de le faire là en live? Alors, j'ai pas. En fait, on a plus de jeux de données chez nos clients que. Alors, je vais prendre un exemple, ça va pas être terrible. En fait, on a un arbre. Je suis désolé. Tic, 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 tic. Donc, on va aller dans ITAC, donc dans l'arbre généalogique. Et là, enfin, il est pas beau. Je suis désolé. Mais en fait, cet arbre, il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'on a le père et fils. Et aujourd'hui, en fait, c'est notre plateforme est un primage chez nos clients, donc pour reproduire en fait les 75 sources de jeux de données chez nos clients, c'est un peu long pour nous. Donc là, on a un exemple finalement d'étiquette où on dit, ben tiens, quand je navigue là, j'ai l'arbre qui est associé à cette étiquette. Quand je clique ça là, je veux savoir comment elle est construite. Et on peut naviguer finalement dans cette arborescence comme un arbre généalogique. Donc là, j'avoue qu'on n'a pas eu le temps de préparer des jeux de données suffisamment successifs, conséquents pour pouvoir fabriquer ça. Donc, mais c'est à travers un arbre généalogique. Donc, Okay. on a deux visions. Donc, il y a la vision consommateur et la vision producteur. C'est-à-dire c'est quand j'ai produit quelque chose, je connais mon origine. Et quand j'utilise quelque chose, je sais où il est consommé. Dans les deux sens. Très bien, merci. Mon cas d'usage n'est pas top. Est-ce qu'il y a des zones de recouvrement avec la solution d'Open Datasoft, par exemple? Je n'ai aucune idée. Qui fait comme ça, hein, qui centralise des jeux de données, qui les structure, qui les... Je dirais, est-ce que l'utilisateur métier a des feux rouges en direct avec ses contrôles pour aller les télécharger? Ben, je suis pas expert à ce point-là, mais moi non plus. Je n'ai pas fait de contrôle. J'ai pas fait un benchmark sur cette solution particulièrement. Vous connaissez Open Datasoft ou pas du Très tout? peu. D'accord. Bon, la liaison à la question en termes de
challengers, je ne vais pas dire compétiteurs. Vos challengers seraient qui sur le marché aujourd'hui? S'ils sont plusieurs, ce serait qui Alors, sur le segment? c'est une très bonne question. En fait, on les cherche depuis un certain temps. Appel à candidature, on cherche les compétiteurs. Et donc, si on faisait des analogies, il pourrait y avoir potentiellement Colibra, mais on n'est pas dans le même positionnement. Sur la partie dictionnaire, labellisation et linéage. Oui, c'est ça. Mais Et donc Data Galaxy, l'autre acteur français. Non, pas du tout. non, parce qu'on n'est pas dans un data catalogue, en fait. D'accord. On est vraiment là, on inscrit finalement, on traite la matière première, et dans la matière première, on met une étiquette de traçabilité. D'accord. Contrairement à ces outils Data Galaxy, etc., Zinea et tout, en fait, eux, ils sont plutôt sur la métadonnée, sur du fonctionnel. OK. C'est tout? Vous n'avez pas d'autres compétiteurs? Mais c'est par... Enfin, bah non. Alors, on pourrait avoir des compétiteurs comme Talent Server ou des solutions qui font l'ordonnanceur, en fait. Mais les ordonnanceurs ne sont pas adressés pour le métier. C'est pour ça que je me permets de dire que je n'ai pas trouvé. Kevin Thierry, PPI France, j'ai quelques questions et notamment, est-ce qu'il y a des transformations qui sont possibles dans l'outil ou pas du tout? Tout se fait à l'extérieur? Tout se fait à l'extérieur. C'est les ETL du marché et notre positionnement, c'est des outils très métiers. Et, pour plein de raisons, je n'ai peut-être pas le temps d'évoquer, mais en gros, c'est des solutions comme Alteryx majoritairement, où en fait, en 15 jours, en fait, on monte en compétences. Entre guillemets, il n'y a pas besoin d'avoir une formation très experte pour pouvoir utiliser ce type de technologie. Et la possibilité de donner la main à ce type de profil ou à des profils qui font beaucoup de talent. Par exemple, on a un client Ikera, ils ont beaucoup de gens qui font du talent et ils utilisent notre plateforme. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Kevin, moi, il y a un point que j'ai pas vraiment compris. Au début, en fait, vous avez présenté le fait que vous pouviez remplacer en fait toute cette couche Excel. Donc, il y a la partie traçabilité de la donnée, mais finalement, tous les calculs qui vont être faits à l'intérieur d'Excel, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vocation à remplacer ou en fait vous transférez les fichiers Excel avec leur Non, traçabilité? on remplace tout ce qui est fait en Excel dans les technologies, que ce soit Talent, Alteryx. Alors, Pentao, pour nous, c'est trop technique par rapport à la vitesse métier. La vitesse d'un traitement, il doit être fait au maximum en 1 mois. Ça, c'est très, très important. Mais tous ces traitements sont portés par ces technologies-là. C'est-à-dire qu'Alterix, ça remplace un recherche V, ça remplace tous ces aspects-là. Si je veux faire un basique. Et du coup, vous avez réussi à former les métiers rapidement pour qu'ils puissent transférer toute la complexité de leur Excel dans ces ETL? Oui. Et avec cette approche, justement, avec cette intelligence métier, de dire on doit intégrer du paramétrage, de l'autonomie de production, du recueil de contrôle en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est là où il y a le feu, hein, c'est-à-dire qu'on produit, on valide ou pas la production et les gens peuvent corriger ou pas. Donc en fait, la conception des jobs doit être faite avec cette logique-là pour pouvoir répondre au métier à une vitesse métier. Ok. Et ça me fait penser à la question qui avait été posée dans le chat. Du coup, ils l'ont pris comment les métiers, cette transition en fait d'Excel vers un ETL, quelque chose d'un poil plus technique quand même? Typiquement, chez nos clients, alors il y a des clients, en fait, ils ont soit des gens qui font du talent de Alteryx ou autre, donc ils ont eux-mêmes cette compétence et cette volonté, cette appétence à vouloir utiliser cette technologie pour publier leur traitement dans la plateforme, soit ils ne l'ont pas, ou soit ils l'ont pas assez, donc nous, on vient en renfort. Mais en tout cas, les métiers qui ont commencé à goûter à ça, ils ont une vie beaucoup plus sereine. Typiquement, sur le projet de facturation de 150 millions, on a eu un mail de la dame qui nous a dit merci, je vous remercie, maintenant ça me prend 10 minutes au lieu d'une journée et je ne stresse plus. Voilà, c'est ça ce que répond le métier en fait, c'est soulagement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions encore? Oui. Je passe sur le dernier. Bonjour, Baldé Oumar et BPI France, merci pour cette présentation. Au fait, j'aimerais savoir comment vous vous approvisionnez en termes de données. Autrement dit, qui sont vos fournisseurs et quelles sont les difficultés rencontrées? Alors, bonne question. Alors, je vais être très synthétique. Il y a 2 types de fournisseurs. Soit la direction informatique qui met en place des flux pour pouvoir alimenter l'entrepôt de données métiers. Donc voilà. Donc on est dans une approche plus ou moins classique parce que dans notre organisation de la donnée, on met l'étiquetage.
Voilà, tous les flux doivent être tracés, étiquetés. Et après, il y a le métier, où les métiers ont souvent des jeux de données qui aujourd'hui n'exposent pas en fait finalement en direction informatique. Et ces jeux de données, finalement, on crée des traitements pour pouvoir les mettre en base de données. Donc en fait, entre guillemets, le métier, on va l'amener vers une gouvernance à révéler finalement leur référentiel métier qui aujourd'hui ils n'en ont pas toujours conscience. Donc nos deux fournisseurs, c'est à la fois le métier et à la fois la direction informatique. Et les difficultés, il y en a plein, comme d'habitude, mais en fait, on s'en sort. C'est une question très vaste. Une dernière question de mon côté. Pour en revenir sur les technologies avec lesquelles vous interfacez, vous avez cité Pentao, Alteryx, etc. Je suppose que vous n'êtes pas compatible avec toutes les technos du marché. Je suppose aussi. Je ne connais pas toutes. Principalement, en fait, vous, quand vous arrivez dans une entreprise, vous allez dire, bon, montrez-moi un peu vos traitements, etc. Si vous avez de l'Excel, vous allez sensibiliser peut-être les utilisateurs à dire, il y a des solutions comme Alteryx. Voilà, ça va être vos partenaires de travail principaux. Alors, effectivement, alors on est, sans cacher, on est distributeur Alteryx, parce que ça correspond à notre philosophie métier. Mais après, chez nos clients, finalement, on propose, en fonction de son organisation, c'est soit il y a le métier qui veut lui-même faire ses jobs métiers, soit c'est la DSI. Aujourd'hui, par exemple, chez Ikera, c'est la DSI qui fait les jobs métiers sous Talent. Donc, il n'y a pas de question. Mais dans une organisation, en fait, c'est à l'organisation cliente de devoir répondre à cette question. Donc, nous, on va lui préconiser, en fonction de son dispositif, de ses compétences et de son volume d'activité autour de cette activité, on va lui préconiser des technologies différentes, avec une préférence pour des technologies métiers user-friendly, pour être plus rapide. Donc, vous faites un travail un peu d'intégrateur au passage. Exactement, on est mixte hein, dans les équipes, il y a 50% plateforme, 50% intégrateur. Ok, merci. Alors, en tant que représentant CDO, je crois qu'il y a un deuxième collègue au moins dans la salle. Vous n'avez jamais cité la direction data. Vous avez toujours dit IT. Plusieurs fois, ça a été challengé. IT métier. La data a été complètement absente dans le dispositif. Je vais aller jusqu'au bout. Pas très compliant le modèle. Alors, Moi, si je suis régulateur, je termine, je vous passe la main. Avoir du Excel et des bases de données métiers qui traînent, ça doit irriter un peu le DSI, normalement. Le régulateur ne doit pas trop aimer, suivant les régulateurs. Et on n'est pas du tout compliant sur la partie linéage, où les sources de données, on essaie de les avoir avec des golden sources et puis bâtir une vraie architecture cohérente. J'ai pas entendu chez vous. En fait, à chaque fois, vous amenez la solution en disant les métiers, s'ils ont des bases Excel, s'ils ont des bases, ils veulent commencer à dialoguer avec l'IT. Et la data, en fait, est le grand absent. Alors, effectivement, j'ai oublié de le dire, mais un de nos grands comptes qui est AEW Silogé, notre grand sponsor, c'est le CDO. J'ai un peu omis ça. Et en fait, on lui a fait un tableau de bord pour le CDO donc de qualité, dans lequel, par exemple, il gère des assets, donc 37 milliards, ils ont des milliers d'immeubles, et donc en fait, il a son reporting CDO en disant voilà le nombre d'assets, d'actifs sortis, rentrés, etc., toutes les semaines. Donc c'est un reporting d'ailleurs qui est même diffusé au patron Europe et France. Pour dire voilà, on mesure l'activité data en fait au sein de ce grand compte. Et une de nos cibles, même si je l'ai pas évoqué là, c'est vraiment les CDO. Mais c'est très fragile comme architecture. Et pourquoi? Parce que votre source de données, c'est des bases Excel. Ah bah il y a plein de sources de données. Donc, mais dont des fichiers. Lesquelles sont industrielles? En fait, quand on prend un fichier Excel, industriel, j'entends. Oui, tout à fait. Excel pour moi n'est pas industriel. Alors, je vais reformuler. On a un fichier Excel en entrée là. Quand je marque acide gestion dans le schéma, Ouais. on a des sources qui sont des fichiers Excel qui vont être intégrés en base. Et donc, il faut bien voir que dans les organisations métiers. Donc, si cette base Excel disparaît, ce golden source, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient déjà. En fait, cette base Excel, elle n'est pas cohérente en soi.
Elle n'est pas cohérente. Bah, Si donc, elle existe, c'est encore. si elle existe, c'est que dans la cartographie Vous fonctionnelle. blanchissez de la donnée, vous. Non, 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 non. Si- C'est mon côté taquin. Ouais, non, mais j'aime bien. Si ce fichier Excel existe, c'est qu'il y a un vide fonctionnel. C'est-à-dire qu'il doit, pour moi, à terme, être remplacé par une application métier. Voilà, très clairement. Par une golden source. Par Oui, une golden source. oui, Aujourd'hui, en fait, par exemple, on a des comptes clients, je ne peux pas citer, c'est pas grave. où ils ont, bah, de toute façon, il y en a trop peu, mais ils ont ils ont plein d'applications métiers en Excel. Donc, sur un cas, par exemple, on a traité cette donnée Excel, on l'a mis dans un modèle structuré cible, et finalement, 1 an et demi plus tard, le temps qu'il lance le projet, ce fichier Excel a été remplacé par un SI applicatif, dans le cloud d'ailleurs, et le fait qu'on ait industrialisé ce flux a permis d'accélérer dans la migration des données vers ce SI, cet applicatif métier. Mais je vous rejoins, c'est pas cohérent. On est d'accord. Hein. Ah oui, c'est pas cohérent. Un CDO digne de son nom, ça devrait le. Exactement. Mais donc, je dirais, moi, je le transformerais, c'est qu'on est un accélérateur d'identification de ces besoins, dans lequel, en fait, à terme, ça va accélérer la normalisation. Exactement. OK. Merci pour les réponses. Eh bien, un grand merci. Merci beaucoup. Merci à tous.